4, on se retrouve dans un instant pour la suite de Midi News. Merci de nous avoir accompagnés. 12h passées de 59 minutes, très heureux de vous retrouver pour la deuxième partie de Midi News sur CNews. Je vous présente mes invités. Alexandre Nicolic, bonjour, vous êtes président du groupe Rassemblement National au Conseil Régional du Centre Val-de-Loire, directeur des Jeunes avec Marine. Alexandre Avril vient de nous rejoindre, bonjour, merci d'être avec nous. Maire LR de Salbris, Conseil Régional de Centre Val-de-Loire. Édouard Dorian-Sipel est toujours présent, qui est porte-parole de Territoire de Progrès de la majorité. Et William Tay, bonjour, vous êtes président du Cercle de réflexion Le Millénaire. Le débat dans un instant avec, je vous le rappelle, le déplacement du président Macron, deuxième déplacement de la semaine, cette fois-ci c'est dans les Hautes-Pyrénées, sur le thème notamment de la ruralité. C'est juste après les infos avec Samy Sfaxi. Rebonjour Samy. Rebonjour mon cher Patrice. À la une de l'actualité, la Russie qui confirme la frappe contre Kiev survenue hier, une attaque alors que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, était en déplacement non loin de la capitale ukrainienne. Un mort pour le moment est à déplorer. Les explications avec Mathilde Moreau et Sybille Delettre. À Kiev, l'heure est maintenant au nettoyage des dégâts après les bombardements d'hier soir. 5 missiles russes auraient touché la ville et notamment 7 immeubles de 25 étages. Les secours font état d'au moins un mort et 10 blessés. C'est la première fois depuis mi-avril que la capitale est frappée. Le premier a frappé de ce côté. C'était très fort. Je pensais qu'il était tombé quelque part près de mon bureau. Après environ 10 secondes, le deuxième a frappé ici. J'ai alors réalisé que celui-ci était encore plus proche. Je me suis enfermé dans les toilettes, j'ai fermé la porte et j'ai pensé qu'il y en aurait un autre. Mais Dieu merci, il n'y en a pas eu d'autre. Une attaque contre Kiev qui sonne comme une provocation selon le maire de la ville, Vitali Klitschko. Ce qui est symbolique, c'est qu'à ce moment même, le secrétaire général des Nations Unies était à Kiev. C'était une salutation pour lui. Poutine a fait un doigt d'honneur à ce moment-là en bombardant nos maisons, en les détruisant. La cible de Poutine n'est pas les maisons, sa cible est la vie humaine. La Russie affirme ce matin avoir mené cette attaque avec des armes de haute précision contre, selon elle, les ateliers d'une entreprise spatiale. Et le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, qui condamne fermement cette attaque. Regardez ce tweet qu'il a posté ce matin. Je condamne fermement les frappes des forces russes ayant visé Kiev hier soir. Pleine solidarité avec le peuple ukrainien qui se trouvait à proximité hier. Et puis la consommation des ménages qui a nettement baissé en mars, au moins de 1,3%. Alors les raisons, c'est un recul de la consommation, l'inflation qui est liée notamment aussi à la guerre en Ukraine. Les précisions de Yael Benamou. Dans ce restaurant parisien, il faut désormais payer un peu plus cher pour manger ces tapas à base de friture. L'Ukraine est le premier pays producteur d'huile de tournesol. Les prix de cette matière première ont explosé depuis le début de la guerre. Dans mon menu, j'ai une planche tapas, donc c'est des fritures de poisson pané, camembert pané, à crâne morue et poulet. Comme c'est de l'huile que je change tous les 2 jours, j'ai été obligé d'augmenter mon prix à 18 €, alors que de base, je la servais à 16 €. Donc pour que je m'y retrouve, j'ai fait une augmentation de 2 € pour entrer dans mon coût. Pour éviter les pertes, un restaurateur sur 4 a été contraint d'augmenter les prix de ses plats depuis le début de l'année. Ici, le gérant s'est servi du changement de carte de l'hiver à l'été pour faire passer la pilule auprès de ses clients. Si la matière première augmente, ils sont obligés d'augmenter les prix. C'est gênant pour nous en tant que clients, mais si ça peut les aider en soi, c'est pas non plus très grave pour le moment. Je suis prête si c'est une question de centimes ou d'euros, mais après si ça commence à être des sommes astronomiques, je pense qu'on va devoir se calmer sur les restaurants. 46% des restaurateurs envisagent d'augmenter leur prix d'ici juillet. Et puis Elon Musk pris dans un nouveau scandale. Le conseil d'administration de Twitter, vous savez, a validé l'offre faite par le milliardaire de 44 milliards de dollars pour racheter le réseau social. Mais ces dernières provocations pourraient mettre l'accord en péril. Et oui, alors qu'il s'est moqué publiquement de la plateforme et de ses cadres. Pourtant, son contrat le lui interdit. Les salariés semblent déjà inquiets à l'idée d'être dirigés par le patron de Tesla. Avant de poursuivre le débat avec le brillant Patrice Boisfer, un point sur les sports et la qualification de Richard Gasquet. Regardez la chronique sport avec Screwfix. Plus de 10 000 produits de qualité pour les pros.
Richard Gasquet en 8e de finale à Estoril. Le Français a écarté Hugo Delienne. Le premier set est accroché, mais le Biterrois a joué un ton au-dessus. 7-6, 6-2. Gasquet sera opposé à Sébastien Baez en quart de finale. C'est en revanche terminé pour Benjamin Bonzi, le tricolore surclassé par Sébastien Corda en 2-7, 6-3, 6-3. L'Américain retrouvera Félix Auger-Aliassime. Sur la terre battue de Munich, Hugo Gaston a été contraint à l'abandon. Dans un duel spectaculaire avec Alejandro Tabilo, le Français concède d'abord le premier set avant de recoller à une manche partout. Mais sur une volée où il retombe sur sa main gauche, il ressent une gêne et jette l'éponge après avoir fait appel au médecin à 2 reprises. C'était la Chronique Sport avec Screwfix. Plus de 10 000 produits de qualité pour les pros. Allez, de retour en plateau, place au débat à présent avec Alexandre Nicoli, qui est président du groupe Rassemblement National au Conseil régional du Centre Val-de-Loire, directeur des jeunes avec Marine-Alexandre Avril, qui est maire LR de Salbris, ça se trouve en Centre Val-de-Loire, Édouard Dorian-Sipel, qui est porte-parole de Territoire de Progrès, porte-parole de la majorité, et William Tay, qui vient de nous rejoindre, président du Cercle de réflexion Le Millénaire. Le président Macron, une nouvelle fois en déplacement, c'était Cergy mercredi, cette fois-ci, eh bien c'est Barbazan-Debat, ça se trouve au sud-est de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Ces images que l'on va découvrir en direct du président qui est arrivé il y a un petit peu moins d'une heure sur ce petit marché. Quel accueil, mon cher Loïc Signor, vous qui êtes sur place, quel accueil pour le président ? Un accueil plutôt chaleureux ici à Barbazan. Les gens se massent autour du président de la République. Plusieurs interrogations, parfois sur les vaccins, sur le personnel de santé non vacciné obligé de ne pas se rendre sur leur lieu de travail. Emmanuel Macron répond calmement à ces interrogations, mais il y a surtout un accueil bienveillant pour le président de la République. On prend des selfies, on ferait des photos, on serre des mains. Beaucoup d'enfants aussi présents sous cette halle du marché de Barbazan. C'est un peu à l'image de ce qui s'est passé à Cergy mercredi. Le président de la République prend le temps de répondre à chacune des interrogations sur le pouvoir d'achat, sur la vie chère, sur le prix des produits et du prix des carburants. Emmanuel Macron interrogé à de multiples reprises sur ces thématiques-là qui reviennent évidemment en boucle ici dans ce marché d'une ville de 3000 habitants qui a hésité, je vous le rappelle, jusqu'au bout entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron à touche-touche au premier tour avant qu'Emmanuel Macron ne l'emporte au second. Le chef de l'État qui poursuit donc sa stratégie de terrain au contact des habitants. Ces quartiers de France oubliés, les quartiers populaires mercredi à Cergy, la France rurale aujourd'hui dans les Hautes-Pyrénées, département qui, on le rappelle, est cher au cœur du chef de l'État. Il ira tout à l'heure fleurir la tombe de sa grand-mère comme il l'avait promis. Merci beaucoup Loïc Signor. Depuis Barbazan dans les Hautes-Pyrénées, merci également à Florian Paume pour effectivement les images qui nous parviennent. Vaccins, soignants, hôpital, retraite. Il y a aussi cette question de la vie chère. Il y a urgence ou pas ? Édouard Dorian-Sipel. Il y a une attente, bien sûr. Il y a des choses qui sont urgentes, il y a des choses qui sont du futur proche, et puis il y a des choses de long terme. Et je crois que ce qui est propre au projet d'Emmanuel Macron, à la fois la vision d'autonomie stratégique pour la France et pour l'Europe, c'est la grande tâche historique pour notre génération. Soit on est indépendant au maximum sur le plan alimentaire, technologique, industriel, commercial, sécuritaire et de défense, soit on est des nains qui seront soumis à la Chine et peut-être même à nos amis européens. Et aussi, c'est le quotidien. Quelle réponse, c'est le quotidien, quelle pouvoir réponse d'achat concrète pour les Français ? Je pense que déjà sur la question du pouvoir d'achat, il a fait cette proposition avant le premier tour qui a été, me semble-t-il, validée par les électeurs, d'augmenter la prime... Tripler la prime Macron ? La prime Macron, qui est en moyenne de 500 500 €. Ouais. Et ça va dégager des marges de manœuvre. En moyenne, elle a 500 €. Sans charge ni impôt, c'est très incitatif pour les entreprises. Des entrepreneurs. Ça, c'est une... Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, quand on connaît la réalité un petit peu des entreprises et quand on n'est pas dans le blabla des plateaux télé, quand on est dans la réalité des entreprises, on sait que les discussions sont en cours. Ils ont besoin de garder leurs salariés, de les motiver. En direct, si vous voulez bien, avec le président Macron et cette dame qui l'interpelle sur la question de la retraite. Honnêtement, on peut l'obtenir du débat social, permettre de cumuler facilement retraite et emploi, et de le faire quand on fait le cumul, faisant que les cotisations valent pour améliorer la retraite. Ça a l'air facile quand vous le dites, monsieur. Non, mais moi maintenant, monsieur le Président, c'est trop tard. Parce que moi, j'ai 71 ans. Non, mais j'en ai profité de... Le minimum contributif, on va le monter pour tout le monde. Non, parce que, attendez, vous payez 60 et quelques euros de mutuelle. C'est bien. 300 € de loyer. L'assurance voiture. Ah oui. Vous avez fait la sangle. L'assurance voiture, 40 et quelques.
mais je sais bien. Avec tout ce qui s'y ajoute, là, ça ne vient plus. Je suis tellement émue de vous voir parce que moi, je sais que vous êtes le seul vous êtes le seul à avoir les épaules. Je suis trop intimidée. Oui, sur la retraite minimum, on va la monter. Parce que qu'est-ce que vous voulez faire? Moi j'ai 3 filles et 4 petits-enfants. Qu'est-ce que vous voulez faire avec même pas 1 000 € par mois? Je vous dis, si vous avez la pension complète, oui, je l'ai. Eh bien, je vous dis, celle-là, elle va monter dans la réforme. C'est bien, j'espère. Mais quand? Je pense que si on concerte là, on va pouvoir le faire au début d'année prochaine. Ce que je voulais, c'est pas après, ils vont dire que je vais trop vite. Ce que je voulais, c'est pas être filmé ni enregistré. Non, mais je réponds. Je réponds. Monsieur, on peut faire une photo? Allez-y, puis après, je vais voir le côté. Merci avec moi. Je vous remercie beaucoup de votre... Je vous remercie. Bon, voilà, cette dame qui remercie le président de la République et qui l'a interpellé notamment sur la question de la vie chère, la question aussi de la retraite. Elle a précisé qu'elle avait 71 ans, que concrètement, c'était plus pour elle maintenant, mais qu'elle vivait avec 1 000 € par mois, Édouard Dorian-Sipel. Oui, c'est dur. Et nous connaissons la réalité des Françaises et des Français. Mais moi, je trouve ces images très belles. Moi, je suis presque ému, de voir cette relation politique des Français. C'est un pays qui tient. On a traversé des moments durs. Les Français sont là. Et ce n'est pas dans tous les pays qu'il y a ça, hein. C'est vraiment une tradition française du président avec ses concitoyens à égalité, sur le terrain, à se passer des messages. On connaît ça quand on a été député et quand on est aussi élu local. C'est le même type de rapport, mais là, c'est le président de la République. Ça, c'est profondément français. Et vous avez entendu la dame, hein? C'est pas moi qui le dis. Vous êtes le seul, monsieur le président, à avoir les épaules. Dont acte. Je pense que ça, c'est une réalité du vote. Maintenant, il s'agit d'écouter, il s'agit d'écouter, il s'agit de répondre. Vraiment, un président de la République, quand il est un grand président, et c'est le cas d'Emmanuel Macron, ça ne va pas se régler avec la prime Macron. Oui, mais il écoute. Il n'est pas majoritaire tout seul dans le pays. Il a fait 28%, ce qui est un gros score au premier tour. Il gagne à 58 et face à l'extrême droite, donc on comprend. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est de rassembler, c'est de recoudre le pays. Et donc, il faut répondre au message social. Et moi, j'entends Emmanuel Macron qui, depuis le début, dit aux Français, je vous ai compris sur la question sociale, sur la question écologique et sur la question aussi du travail et du pouvoir d'achat. Alexandre Nicolic, je vais répondre. Et donc, attendons qu'il réponde. Est-ce qu'Emmanuel Macron va se muer en président du pouvoir d'achat? Non. Et quand j'entends les propos là, de M. Réan-Sibel, qui trouve ça beau, et qui trouve que l'image est belle quand une dame exprime justement son impossibilité de pouvoir vivre décemment, parce qu'il y a près d'un Français sur deux aujourd'hui qui a moins de 100 € par mois au 10 du mois. C'est très émouvant, c'est pas beau. Et justement, mais écoutez ce qu'elle dit plutôt que de trouver belle l'image, d'accord, monsieur Réan-Sibel? Parce que quand on parle d'inflation tout à l'heure, on parle de 4% d'inflation. 4,8%. Exactement, près de 5%. Cette inflation, c'est la moyenne nationale, vous savez. Quand on vit dans la ruralité, je vous ai pas interrompu, monsieur Réan-Sibel, malgré les insultes, en parlant d'extrême droite. Quand on parle d'inflation, non, mais je vais y répondre après si vous voulez. Je pense que c'est plus intéressant de parler des problèmes qui concernent les gens et qui n'arrivent pas à finir les fins de mois, s'il vous plaît, monsieur Réan-Sibel. Je sais que la censure, c'est pas pratique, mais vous me laissez mes mots. Justement, quand je parle de différence d'inflation, quand on vit dans la ruralité aujourd'hui, quand le travail s'est éloigné, notamment, quand tout s'est éloigné, les services publics notamment, vous êtes obligé de prendre votre véhicule et d'aller de plus en plus loin. Eh bien, quand on voit l'augmentation de 27% sur les produits énergétiques, et notamment les carburants, pour ces gens-là, pour les gens qui vivent dans la ruralité, c'est mon cas, l'inflation, elle est beaucoup plus importante. On a 10-15% d'inflation, avec des gens qui, effectivement, subissent ça sans voir du tout une augmentation de salaire et qui se demandent même parfois s'ils vont continuer à travailler parce que, contrairement à ce que vient de dire M. Réan-Sibel, oui, il y a une désindustrialisation qui se poursuit dans notre pays. Oui, le travail s'éloigne de beaucoup de secteurs. Oui, quand la santé, par exemple, était évoquée, vous n'avez absolument rien réglé pour justement mettre fin aux déserts médicaux parce que vous ne formez pas plus de médecins aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Et non, nous ne sommes pas d'extrême droite. L'extrême droite, ça a un sens. Si, vous êtes des nationalistes. Allez, on repart pas dans ce débat, s'il vous plaît. C'est l'extrême droite. Lisez René Raymond. On ne repart pas dans ce débat, s'il vous plaît. En un mot, j'ai entendu M. Léaumont tout à l'heure dire qu'on divisait les Français, selon peut-être la couleur ou la religion ou je ne sais quoi. Non, mais je réponds juste là-dessus. Ce sont les candidats LFI aujourd'hui qui parlent de putes blanches, qui parlent d'arabes de service et qui racialisent la société. Moi, je ne vous permets pas de dire ça, M. Réan-Sibel. Mon fils s'appelle Léon, pour Gambetta, vous voyez, parce que je crois au modèle républicain, au modèle d'assimilation. Ce qui est l'essence même de la République française, c'est l'assimilation, c'est la souveraineté. Vous êtes le national. Alexandre Avril, restons, s'il vous plaît, sur la question. Alexandre Avril, s'il vous plaît, restons
C'est désolé, c'est de votre loi histoire sur la politique. question du pouvoir d'achat, et notamment effectivement en zone rurale. Oui, alors moi, vous l'avez rappelé, je suis maire d'une petite ville qui est comparable à celle que le président de la République est en train de visiter aujourd'hui. Salbris, combien d'habitants? 5000 habitants, à Salbris. Et moi, je dis, un déplacement sur la ruralité, il y a du boulot. Et c'est quand même assez original, je voudrais le dire tout de suite. Un président qui a tout fait pour esquiver la campagne et qui maintenant fait campagne après avoir été élu. Donc c'est intéressant. Il est sur le terrain pour parler de ruralité. Or, il faut se reposer la question de ce qu'est le macronisme au vu des résultats de la présidentielle. Qui a voté pour Emmanuel Macron? Sur le plan social, les catégories favorisées et les retraités, à qui il a promis les uns de les favoriser, les autres de les protéger au détriment de ces actifs modestes qui font la majorité des Français. Et sur le plan géographique, il a été élu par les métropoles, les grandes villes et les territoires ruraux aisés, notamment les littoraux. Regardez les Français ont les cartes aujourd'hui partout sur Internet. Au détriment de la France périphérique contre laquelle il fait une politique assez dure. Et moi, je le vois en tant que maire d'une petite ville. Il y va pour les images, en fait. Il y va pour que ses affidés sur les plateaux télé comme vous puissent dire qu'il est au contact des Français, ce qui est parfaitement faux, parce qu'on a le président qui est sans doute le plus éloigné, le plus arrogant, le plus méprisant vis-à-vis des gens. C'est pour ça que les Français l'ont fait. Vous êtes ému par les belles images que vous voyez à l'instant, mais moi je vous assure que Emmanuel Macron n'est pas aimé. Dans ma commune, il n'est pas aimé parce qu'on se sent absolument abandonné sur tous les points. Et la politique que vous avez mise en œuvre pendant 5 ans n'a rien fait pour... Ah, j'en serais ravi. J'en serais ravi parce que ce serait plus difficile pour lui de venir chez moi que d'aller là, dans les Hautes-Pyrénées, dans une ville qui a voté pour lui au deuxième tour. Dans ma commune, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête au deuxième tour. Donc qu'ils viennent voir, qu'ils viennent parler aux Salbrisiens des problématiques concrètes. Je dois faire les gros yeux, c'est pour ça que je vous dis oui, ils ont voté. Ah oui, non, mais très bien, il n'y a pas de difficulté. Vous savez, moi, je ne cherche pas à disqualifier ou à démentir la réalité électorale. Moi, je regarde les faits. De France, moi, je ne suis pas dans les fantasmes des uns et des autres. Quand on fait 4,5% à l'élection présidentielle, on devrait plutôt s'interroger sur ce qui s'est passé. C'est triste pour vous. Moi, je l'ai vécu côté socialiste il y a 5 ans. C'est un désastre politique. Interrogez sur votre ratage magistral, terrifiant, plutôt que et interrogez-vous sur le succès d'Emmanuel Macron. Mais sur l'inflation, parce que là-dessus, je voudrais quand même dire une chose aux Français, et je crois qu'ils comprennent très bien. Pourquoi l'inflation est plus haute? L'inflation est le signe et la marque de la protection des Françaises et des Français que le président de la République a engagé pendant la crise. Il y a de l'inflation parce qu'il a mis de l'argent, de la puissance publique pour protéger, nationaliser les salaires, sauver les entreprises. C'est ça l'inflation. C'est le résultat de la pandémie et aujourd'hui de la guerre. Je rappelle que le blocage des prix sur l'énergie, il a été blocage des prix sur l'énergie. Quelles mesures structurelles justement pour essayer de juguler cette inflation qui est galopante? C'était 3,6 le mois dernier. C'est 4,8 ce matin. Il y a plusieurs mesures structurelles. C'est vrai que la réforme des retraites, une d'elles n'est pas la seule, mais je crois que la principale force, le noyau dur de la politique d'Emmanuel Macron, c'est le travail, c'est le retour à la production et à la productivité, sur le terrain, et renouveler et moderniser l'appareil productif. C'est ça qui va donner de la force. Cette séquence en live, on l'écoute. Voilà, on est dans ce temps de césure qui s'étale un peu. Pour être clair, Monsieur le Président, il faut d'abord finir ce mandat pour l'état actuel, des choses, des forces, des gens. Oui. Parce qu'hier, on a compris que c'était en effet pas le dernier conseil des ministres du premier quinquennat Macron. C'est factuellement vrai, en effet, mais quand vous dites continuer comme ça, c'est en l'état actuel, des forces, des gens, des visages et des équilibres. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui que ce gouvernement soit en charge jusqu'à ce qu'il y ait une investiture à nouveau qui soit faite, pour qu'il y ait une respiration. Je pense que c'est assez logique. Et les gens n'auraient pas compris, étant en responsabilité et aussi en charge des affaires courantes. C'est très atypique la situation qu'on vit. Et il faut que je le dise avec beaucoup d'humilité, parce que mes prédécesseurs qui l'ont connu sortaient de cohabitation. Donc il y avait comme une rupture tout de suite gouvernementale, où ils ont pris à chaque fois la décision de dissoudre, etc. C'est la première fois depuis 65, qu'on a une continuité. Et donc il faut accepter avec beaucoup aussi j'ai envie de dire, de délicatesse humaine, etc. De dire il y a une équipe qui termine ce mandat. Il y a nos compatriotes qui se sont exprimés dimanche. Et c'est à la fois un moment de choix qui tranche des sujets, mais qui a montré des confrontations. Donc moi je veux aussi qu'on apaise les choses, qu'on continue à préparer la suite. Et puis l'investiture étant faite, pouvoir se reprojeter. Il y aura un temps démocratique avec les législatives, mais tout de suite se reprojeter vers des décisions avec en effet des nouveaux visages. Il y aura des éléments de continuité, des éléments de renouveau. Vous cherchez aussi en essayant d'écouter la population, ce genre de déplacement, c'est dans quel Oui, alors pour moi, d'abord, ça nous permet de continuer à imprimer des choses, parce qu'on capte beaucoup de messages, on comprend beaucoup de choses, y compris de choses parfois qui peuvent paraître très minoritaires, mais quand elles ne sont pas comprises, on voit les choses, les irrédentismes, si je puis dire.
Et ça permet aussi de concevoir l'action à venir. Une de mes responsabilités, c'est de continuer à agir, d'appliquer ce pourquoi les Français m'ont fait confiance, mais aussi d'essayer de rassembler. Monsieur Macron. Bien sûr, monsieur. Alors, je vais faire avec monsieur, puis je fais avec vous. Allez-y, monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Non, elle m'a abandonné, elle est avec nos enfants. Voilà, je souhaite que l'on apaise absolument les choses, a dit le président Emmanuel Macron à Barbazan-Debat, au sud-est de Tarbes. Il continue sa déambulation. Ça fait un petit peu plus d'une heure qu'il est au contact de la population dans les Hautes-Pyrénées. William Tay, il y a aussi cette interpellation, on a entendu sur les retraites, sur l'hôpital, mais également, on vient d'entendre sur quel visage pourrait avoir le gouvernement, le prochain gouvernement, sous l'égide d'Emmanuel Macron. Je pense que la question qui est clé, c'est pas de savoir quel sera le gouvernement, quelles seront les têtes, c'est de savoir ce qu'il veut faire Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron a été élu au premier tour sur un programme plutôt de centre-droit, et puis au second tour, il a quand même fait une campagne plutôt à gauche. Donc en fait, c'est quel Emmanuel Macron va assister, et la tête du gouvernement en fait va désigner son orientation et son cap, et surtout ses priorités de ce qu'il veut faire. Parce qu'il fait un programme qui est plutôt large, et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel sera son cap. Moi, je me rappelle d'une une en 2017 du Times qui disait qu'Emmanuel Macron pouvait être le leader de l'Europe si par cas il savait gérer la France. Donc pour gérer la France, il doit d'abord unir le pays. Je pense qu'il y a une principale difficulté, comme vous avez le Rassemblement national qui fait 42%, c'est le signe d'une véritable fracture, c'est le premier élément. Et deuxième point, c'est qu'ils promettent la révolution qu'il avait promise dans son livre en 2016. Et sa révolution, ça suppose sur plusieurs éléments. Un, c'est réformer l'appareil de l'État pour pouvoir redonner du pouvoir d'achat aux Français, parce que vous avez posé la question du pouvoir d'achat et la question des retraites. Mais la France, elle est quand même la 6e, 7e puissance mondiale. Donc comment ça se fait qu'une grande partie de la population vit uniquement avec 1 200 euros par mois? C'est la principale des questions. En fait, la question qui est clé, c'est la question du poids de l'État. Quand vous avez 62,5% de dépenses publiques, vous ne pouvez pas, auprès des Français, augmenter les salaires sans casser la compétitivité, sans augmenter le chômage. Donc la clé, c'est redonner du pouvoir d'achat aux Français par une baisse de la fiscalité, une réforme de l'administration. Le deuxième élément, c'est permettre à Emmanuel Macron en fait, de donner une vision d'avenir. Quelles seront les grandes spécificités de la France dans 20 à 30 ans? Quelle sera sa vision d'avenir? Je pense qu'il a donné un pilier élément qui est la politique écologique. Parce que quand vous faites une politique écologique, c'est-à-dire basée sur les hautes technologies, sur l'investissement et sur la recherche, et ben vous mettez un point de distinction par rapport à l'Allemagne qui est basée sur l'industrie lourde. Et donc du coup, ça nous crée une spécificité. Et ensuite, après, troisième élément, et c'est l'élément le plus important, c'est comment faire pour faire exister la France au sein du concert des nations, donc entre la Chine et les États-Unis. Et pour ça, on n'a qu'une seule solution, c'est de refaire exister l'Europe, mais avec la France en tête. Et donc Emmanuel Macron doit permettre de redresser la France pour que la France redevienne le premier pays européen et redresser l'Europe. Alexandre Nicolic. Non, je ne bondis pas du tout, c'est intéressant. Je vais plutôt rebondir sur ce qu'a dit monsieur Réancipel. Vous avez parlé de modernisation justement de notre appareil industriel, mais on a énormément de retard et on a pris encore du retard sous le gouvernement d'Emmanuel Macron. Je rappelle qu'on a 2 fois moins de robots par unité industrielle que les Allemands. On est au niveau de la Slovénie. On parle de modernité, de recherche. Là, vous comparez entre la Chine et les États-Unis. Effectivement, il y a les GAFAM. Côté industrialisation, pendant ce quinquennat, c'est pas si mal que ça. Les GAFAM. Comment ? Les chiffres côté industrialisation, c'est pas si mal que ça. On a continué à voir notre part de l'industrie diminuer dans la part du PIB. Donc non, c'est pas bon signe. Et sur la modernisation, c'est votre interprétation. Et sur la modernisation de l'appareil industriel, c'est mieux que l'interprétation. La modernisation de l'appareil industriel, on est encore largement en retard. Je le disais, on est au niveau de la Slovénie. Vous pouvez vérifier le nombre de robots par unité industrielle. Sur les, bah oui, mais ça compte pour diminuer les coûts de production et faire revenir une industrie. Et parce que c'est les chiffres de l'industrialisation, quoi, les robots. La question sur l'industrie, c'est sur 3 indicateurs. C'est la question de l'attractivité de l'investissement. Et la France de Macron est meilleure que la France de Hollande, c'est incontestable. Le deuxième point, c'est la question de l'augmentation du nombre d'emplois industriels et on a un peu augmenté. Et troisième point, c'est la question de la création d'entreprises et dessus, c'est plutôt pas... Mais... Vous voyez que les faits suffisent, disons, on n'a pas besoin de porte-parole politique pour établir... Ça veut pas dire que c'est fantastique, mais c'est mieux que Hollande. Les faits des experts suffisent à démasquer. Vous conviendrez qu'on est en retard et on a la part de l'industrie dans le PIB français est 2 fois inférieure à celle de l'Allemagne. Depuis 40 ans, c'est depuis Mitterrand. Effectivement, mais sauf qu'on n'a pas repris, on n'a pas réindustrialisé comme d'autres pays occidentaux ont pu le faire, justement parce qu'il y a moins d'écart de coûts de production de plus en plus. Mais on ne va pas faire un débat sur l'industrie, c'est un sujet passionnant, mais c'est un sujet justement qui concerne la ruralité parce qu'on voit que l'emploi industriel justement s'est éloigné de ces zones. Ça va arriver vite, parce que dimanche c'est le 1er mai. Sur la modernisation justement, et quand on parle de l'Europe qui doit avoir un rôle à jouer, la France qui doit avoir un rôle à jouer. Vous
faites bien de dire que justement on est entre la Chine et les États-Unis, où d'un côté vous avez des grandes entreprises modernes américaines avec les GAFAM, vous avez de l'autre côté les BAFTA chinoises, et qu'est-ce qu'on a créé en France? En tout cas, on n'est pas du côté de Poutine comme vous, ça c'est clair. On n'est pas du côté de Poutine comme vous, on est du côté de l'Europe. On n'est pas du côté de Poutine comme vous. En fait, vous savez c'est l'alliance stratégique que vous voulez nouer. Vous êtes incapable de parler. C'est une description politique de votre programme. Monsieur Réancibel, Marine Le Pen a dit qu'elle voulait une alliance avec la Russie au détriment de l'OTAN. Vous êtes incapable de parler de fond 2 secondes. Je crois que les Français vous ont jugé dans l'insulte extrême droite, anti-républicaine. Et ensuite, les Français vous ont jugé sévèrement au moment des élections. En faisant des procès d'intention. On va envoyer la pub et on va se calmer. Marine Le Pen qui a parlé d'alliance avec la Russie. Monsieur Réancibel, vous savez, c'est un sujet sérieux, la création d'emplois. Les Français jugeront. Vous êtes que dans l'insulte, monsieur Réancibel. La publicité. Et vous méprisez en fait justement les attentes français quand vous voulez pas en parler. La dernière partie de Midi News, merci encore de votre fidélité. À 13h passé de 26 minutes, vous découvrez ces images en direct du président Macron. Deuxième déplacement de la semaine, Cergy mercredi. Et cette fois-ci, c'est Barbazan-Debat. Ça se trouve au sud-est de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Déplacement notamment sur le thème de la ruralité. Mais depuis un peu plus d'une heure maintenant, le président Emmanuel Macron est interpellé un petit peu sur tous les sujets, à commencer par la retraite ou encore la situation à l'hôpital, et également sur la gestion de la crise Covid. On en parle avec Alexandre Nicoli, qui est président du groupe RN au Conseil régional du Centre Val-de-Loire, Alexandre Avril, qui est maire LR de Salbris, conseiller régional Centre Val-de-Loire, Édouard Dorian-Sipel, qui est porte-parole de Territoire de Progrès, William Tay, qui est président du Cercle de réflexion Le Millénaire. On va écouter justement Emmanuel Macron, je vous l'ai dit, interpellé sur plusieurs sujets, à commencer par le visage qu'aura son futur gouvernement et celui du Premier ministre. Je suis sur le terrain pour d'abord, il y a une partie un peu intime en venant sur ces terres, et puis au contact pour aussi entendre, écouter, continuer à forger les convictions avant de prendre les premières décisions. Le Premier ministre, chaque chose en son temps. Vous avez un Premier ministre exceptionnel et c'est encore la fin de ce quinquennat. Il n'y a que 2 jours que le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats. Il faut faire les choses en bon ordre et écouter, respirer. Il y a aussi un apaisement à avoir avec toutes et tous. Il me semble de cette campagne présidentielle où il y a eu parfois un peu de tension. Je pense que c'est important qu'on agisse, mais qu'il y ait un retour au calme, à la concorde. Alexandre Avril, quel visage pour le futur Premier ministre? Il faut que ça penche à gauche? Je ne sais pas, et j'ai tendance à dire que ça a au fond peu d'importance. Parce que moi, j'ai entendu un candidat, président, dire que son seul regret sur le quinquennat qui vient de s'achever, c'est de n'être pas assez loin, d'être allé assez fort. Donc on va avoir un président qui va nommer de toutes les manières un Premier ministre assez transparent. C'était la dégringolade. Édouard Philippe, Jean Castex, des chefs d'administration. Donc le nouveau Premier ministre, quelle que soit la touche marketing qui va être donnée pour effectivement placer le barycentre le plus à gauche possible, dans le centre Val-de-Loire, élu effectivement et représentant de ces territoires, Jean Castex, il avait justement été nommé pour créer ce lien justement avec les territoires. Vous me dites que c'est un échec, c'est une faillite? Le ministère de la Cohésion des Territoires, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, les programmes Petites Villes de demain, les programmes Action Cœur de Ville, tout ça ont été des échecs. La Maison France Service, créée en 2019, on ne voit pas dans les petites communes comment la politique très verticale, très jacobine, très étatique d'Emmanuel Macron a pu nous rendre service en matière de présence. Je sens qu'Édouard Dorian-Sipel va vous dire qu'il faut du temps. Et notamment, je finis sur la fiscalité. Parce qu'Emmanuel Macron était très démagogique dans le quinquennat qui s'est achevé. Il a supprimé de la fiscalité sur des impôts qui ne lui revenaient pas. Il a supprimé la taxe d'habitation, qui était un des derniers leviers d'autonomie fiscale des communes. C'est extrêmement préjudiciable. Il veut aller plus loin. Et de cette nature-là, que se passe-t-il pour les communes? Une perte d'autonomie, clairement, puisqu'on est maintenant sous la tutelle de l'État. Il n'y a que les subventions et que la possibilité de demander à l'État de l'aide pour développer nos territoires qui est possible. Et de l'autre, une perte nette de recettes fiscales, qui sont pourtant précieuses pour développer les services de proximité qui sont dans la commune. Mais il y a un point dessus, c'est-à-dire que même c'est pas uniquement Emmanuel Macron qui baisse les subventions aux collectivités territoriales. Absolument. Il y avait aussi François Hollande qui l'a fait, en partie Nicolas Sarkozy. Pourquoi est-ce qu'ils font ça les trois et pourquoi il y a une certaine continuité? Parce que quand vous prenez l'augmentation des dépenses depuis le début des années 2000, c'est-à-dire qu'en fait les dépenses de l'État, c'est-à-dire l'État central, ont plutôt baissé. Les dépenses par contre des collectivités locales ont explosé. Il y a eu plus d'1,5 million de fonctionnaires qui ont été créés et donc du coup les dépenses ont augmenté. Dans donc, du coup la fiscalité a augmenté. Et la fiscalité a augmenté. Il faut s'intéresser aux régions, s'intéresser aux conseils départementaux. Après il y a l'augmentation des dépenses sociales.
Il faut rajouter un point. Quand vous regardez en détail la baisse de la DGF, donc dotation globale de fonctionnement, c'est plutôt les communes les plus riches qui ont baissé la dotation globale de fonctionnement, et c'est les communes pauvres qui ont été revalorisées grâce à la péréquation. Donc c'est pas totalement vrai de dire ça, parce qu'il y a une certaine continuité entre les trois. Très concrète et d'actualité. Et ce sera juste après le rappel des titres, messieurs, à 13h passé de 30 minutes, puisque Audrey Berthaud est arrivée. Vous aimez ça, les experts? L'inflation grimpe encore en France. La hausse des prix est de 4,8% sur un an ce mois d'avril. Selon les chiffres qui viennent d'être publiés ce matin par l'INSEE, le prix des services, des produits manufacturés et de l'alimentation ont progressé plus rapidement que les mois précédents. Et puis l'activité économique française a stagné au premier trimestre avec une croissance nulle de 0% du fait d'un recul de la consommation des ménages sur fond d'inflation et de guerre en Ukraine. C'est une première estimation publiée encore une fois ce matin par l'INSEE. Enfin, à Roland-Garros, les joueurs russes et biélorusses pourront participer à la compétition. C'est ce qu'a réaffirmé hier le président de la Fédération française de tennis. Une seule règle, pas de drapeau et pas d'hymne russe. Pendant la compétition, les athlètes devront jouer sous une bannière neutre. Audrey Berthaud, Alexandre Avril, on parlait effectivement de ce déplacement d'Emmanuel Macron en ruralité. Ruralité peut-être l'une des grandes oubliées de cette campagne. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de travail. Et le grand enjeu pour le président de la République sur le quinquennat qui vient, ça va être de renouer le lien avec les territoires ruraux qui se sont très largement éloignés de lui. Vous ne pouvez pas le nier. Quand on regarde une carte, on voit bien qu'il y a deux France, sur le plan géographique et sur le plan social. Et d'André Ancipel. C'est moins caricatural. Je voudrais, oui, c'est moins caricatural. Il suffit juste. D'ailleurs, j'invite les Françaises et les Français à regarder les cartes, ville par ville, et vous verrez que les résultats d'Emmanuel Macron sont ceux qui sont le plus élargis sur l'ensemble du territoire. Il a à la fois des catégories populaires, des catégories intermédiaires, des jeunes. Il est costaud dans toutes les catégories de la population. C'est très équilibré, comme sur la géographie française. On parle des petites communes et des villages et des petites villes de France. Ça tombe bien parce que le président de mon parti politique, Territoire de Progrès, c'est Olivier Dussopt. Il est un grand ministre du budget, des comptes publics. Et il a beaucoup œuvré ces dernières années en faveur des petites communes et de toutes les collectivités locales. Macron, et tous les maires le savent. Tous les maires savent comment Olivier Dussopt, ministre des comptes publics, a donné des facilités et protégé les collectivités françaises. Olivier Dussopt n'est pas n'importe qui. Il était maire d'Annonay en Ardèche. Olivier, vous parlez des petites villes. Je termine. Olivier Dussopt, il a présidé l'association des petites villes de France. Et il sait ce que c'est qu'une petite commune. Il a lui-même été maire d'Annonay dans l'Ardèche, une très belle commune, un très bel endroit. Donc je pense qu'on peut faire confiance. Voilà qui entoure aujourd'hui Emmanuel Macron. Voilà les gens. Ce sont des gens de terrain, pas que des experts sachants. Ce sont des gens expérimentés comme Olivier Dussopt, mais il y en a plein d'autres. Ils sont des élus. Ils ont dirigé des communes, des petites communes. On ne peut pas mieux savoir qu'autour d'Emmanuel Macron, la réalité de la France. Et je pense que les Français lui ont accordé une large confiance. Nicolique. Alors, il y a les difficultés que vivent les ruraux. C'est pour ça qu'il y a un tel écart. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Il y a les difficultés rencontrent plus les actifs. Pourquoi vous faites aussi beaucoup plus chez les retraités? Parce que ceux qui sont aujourd'hui dans le monde du travail, qui sont confrontés à ça, se rendent compte que la politique d'Emmanuel Macron ne les a pas aidés, n'a pas amélioré leur pouvoir d'achat et même les entreprises. Parce que quand j'entends que vous êtes le candidat, mais je ne vous ai pas interrompu. Quand vous dites que il faut baisser la fiscalité, les gens, mais qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron pour améliorer la marge des entreprises, baisser les charges, baisser les taxes, notamment on parlait des produits énergétiques. Emmanuel Macron n'a pas accompagné justement les entreprises pour justement baisser ces taxes-là. Et là, effectivement, la taxe principale qui a été supprimée, c'est une taxe d'habitation qui va concerner les communes, qui va mettre la pression sur les maires, qui va les obliger souvent à augmenter la taxe foncière et à mettre encore la pression sur les propriétaires. Et alors qu'on devrait inciter dans notre pays les gens à avoir un bien immobilier. Et je vous coupe le président de la République, effectivement, qui est questionné par le X-Signor sur le terrain. On l'écoute, s'il vous plaît. Avec plein de problématiques selon les territoires, mais on le voit bien. D'abord, il y a un besoin de comprendre les choses. Quand les choses vont mal, quand elles ne sont pas comprises, c'est extrêmement compliqué de les accepter. On le voit, il y a de la colère, parfois il y a de l'impatience. Donc il y a une nécessité d'explication, il y a une nécessité d'action à court terme pour l'emploi, le pouvoir d'achat. Et il y a une demande de service public qui est forte. Est-ce que vous défendez votre bilan, mais les gens veulent savoir aussi ce qui les attend derrière? C'est ce que j'essaie de dire aussi, parce que j'ai été élu pas sur un bilan, mais sur un programme, donc je fais les deux. C'est quoi votre priorité? À quoi ça va ressembler on dit les 100 premiers jours, mais ce qui va attendre les Français tout prochainement? Lancer le chantier sur le pouvoir d'achat, sur école et santé. Vous l'avez entendu aussi, qui sont deux grands chantiers, on en parlait avec monsieur. Ça implique de convoquer le Parlement? Et puis, pas forcément.
parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être justement décidées et préparées pour un paquet à l'été. Mais on le voit bien, il y a là-dessus beaucoup d'angoisse. Et puis il y a un besoin d'apaisement généralisé. Mais on le voit, y compris pour beaucoup d'artisans comme monsieur qui ont été aidés, eh ben, les choses sont difficiles parce que les prix augmentent. Et les prix augmentent pour quelles raisons ? Les prix ils augmentent parce qu'il y a eu d'abord une reprise mondiale non coordonnée, les matières premières ont beaucoup monté, enfin les matériaux de construction, et puis maintenant il y a la guerre en Ukraine. Et donc ces instabilités géopolitiques viennent encore compliquer les vies. Et donc il faut dire la vérité, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, on fait déjà beaucoup, et parfois ce ne font pas de nos voisins, puis il y a des choses, on doit accompagner la population et on sera là. Les premières lois à l'été. Oui, c'est l'objectif, exactement. Les premières lois à l'été. Avec quel Premier ministre ? Ça va ma chérie ? Et on connaît Loïc Signor, l'ami Loïc Signor qui a forcément tenté avec quel Premier ministre. On repassera pour avoir bien évidemment la réponse. Il a été notamment, Eduardo Riancipel, questionné le président de la République sur ses 100 premiers jours. Hein, l'école, la santé, effectivement des sujets où il a été largement interpellé. Alexandre Avril, est-ce que les Français au final n'attendent pas trop de choses de la part de l'État ? Je sais pas, je pense qu'ils ont quand même beaucoup d'attentes et beaucoup de besoins. Le climat social et économique s'est largement dégradé. On est toujours les premiers à critiquer l'État, mais j'ai l'impression qu'on compte encore beaucoup sur lui en France. Oui. Ah oui, ça c'est la spécificité française. On a un État qui est puissant, on a un État qui est très fort, qui est quand même assez mal géré, et depuis longtemps. C'est pas Emmanuel Macron qui est le seul responsable de cette situation. Ça fait quand même 10 ans qu'il est au pouvoir, quoi que vous en disiez. 10 ans pendant lesquels la situation budgétaire de la France ne s'est pas améliorée, pendant lesquels la fraude sociale n'a pas été sérieusement envisagée, pendant lesquels la déprise économique n'a pas été contredite, pendant lesquels la reprise industrielle de la France n'a pas été au rendez-vous, malgré toutes les promesses de 2017. Et là-dessus, je pense que le bilan d'Emmanuel Macron, bien qu'il ait été réélu et que vous vous en satisfaisiez énormément, puisque c'est dans votre marque de fabrique de vous satisfaire beaucoup de ce que vous dites et de ce que votre président fait, mais néanmoins, la France va mal. Vous devriez faire de même de votre côté avec les LR. Je suis désolé de vous le rappeler. On a le droit aussi à faire des constatations politiques. Froide. C'est exactement ce que je fais. Je pense que beaucoup de Français je sois satisfait, c'est normal, puisque je le soutenais, je souhaitais sa victoire. Et vous venez de rappeler, si ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir, pas comme président, puisqu'il était ministre de l'économie du président précédent, de François Hollande. Il n'a pas pu se représenter en raison de ses mauvais résultats sur le chômage, Macron, alors que son ministre de l'économie vous pouvez refaire le match, de la République. Vous pouvez faire la finale. Eduardo Riancipel, ce besoin vous pouvez faire la finale d'apaisement de 2006 dans tous les sens. Sur ce besoin d'apaisement généralisé dont vient de parler Emmanuel Macron, justement. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a le début d'une nouvelle méthode ? Est-ce qu'il va occuper le terrain comme ça pendant 5 ans ? Mais moi, je crois que, encore une fois, je trouve que le grand débat national pendant 5 ans. La politique, ça ne s'arrête jamais. Le président de la République, il est toujours en campagne, ne serait-ce que pour mener sa politique. Là, il y a des campagnes législatives. C'est normal qu'il soit sur le terrain. Il discute les Français et surtout avec les Français. Et surtout, les Français discutent avec lui. Non, mais vous connaissez mal Emmanuel Macron, pardon. Non, mais moi, je le connais bien. Hein. Donc, je ne crois pas que le gars, il va rester à l'Élysée perché. C'est pas du tout sa nature. C'est pas son désir. C'est pas sa volonté. C'est pas sa vision de la politique française. À la rigueur, ce qu'il a retenu, ce sont ses responsabilités fondamentales, qui plus est dans un moment de guerre, pas n'importe laquelle, une guerre nouvelle en Europe, violente, unilatérale, qui détruit aujourd'hui l'Ukraine, que nous soutenons. Et je rappelle, contrairement à Jean-Luc Mélenchon qui veut arrêter de livrer des armes à l'Ukraine, contrairement à Mme Le Pen qui préfère une alliance avec la Russie de Poutine plutôt que l'OTAN, elle l'a dit dans une conférence de presse. Et si c'est faux, les Français jugeront eux-mêmes. Moi, je crois qu'on est dans un moment très sérieux. Et j'appelle à l'intelligence, encore une fois, elle a raison des Français, ils sont assez grands pour savoir ce qu'ils ont à faire. Moi, je ne fais que décrire ce que je souhaite, ce que je vois et ce que je vois. Et Emmanuel Macron, il fait son travail. William Tech, qui attend son travail. Et qui écoute religieusement. Moi, je pense qu'on fait une erreur en critiquant à chaque fois Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'on n'a pas compris les résultats des élections de 2022 et de 2017. C'est le premier élément. Emmanuel Macron a été réélu, et quand on entend les oppositions, que ce soit de gauche ou de droite, refaire l'élection, ça ne sert à rien. Il a été réélu, point barre. Deuxième point, c'est qu'on se concentre sur les élections législatives. Mais pour se démarquer sur les élections législatives, il faut proposer un projet. Alors que si vous critiquez Emmanuel Macron sur ses supposés points forts, parce qu'il
faut expliquer pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron fait 58% et qu'il a été élu en 2017. On dit oui, il est trop vertical, mais en fait, il a un style bonapartiste. Et en France, mine de rien, on aime les styles bonapartistes. On aime bien un style vertical. Donc on parle de mépris, mais en fait, il essaye de réformer le pays. Et moi, je pense que les électeurs de droite font une erreur, en tout cas les dirigeants de droite font une erreur en tiquant sur ces points-là, parce qu'en fait, ce sont toutes les qualités qui faisaient qu'en fait, on votait pour la droite. Notamment, on votait pour le général de Gaulle, on votait pour Nicolas Sarkozy. Est-ce que Nicolas Sarkozy n'était pas trop hyper-président? Est-ce que le général de Gaulle n'était pas trop hyper-président et vertical? Donc en fait, c'est ces points-là en fait qui posent problème. Et sur le deuxième point, je pense que l'essentiel, c'est de se concentrer sur quelle France on veut en 2030 et en 2050, et comment on fait pour répondre à la fois à cet enjeu de perspective à long terme et comment on fait pour répondre aux enjeux immédiats. Pour répondre aux enjeux immédiats, le seul moyen qui est possible, c'est de baisser les dépenses publiques et de baisser la fiscalité. Et on n'a pas le débat, actuellement. On veut partir, ce cri du cœur de certains Nantais du quartier du Clos Taureau, des hommes et des femmes fatigués de ces violences quotidiennes. Reportage après une semaine marquée par une fusillade, et cela en plein après-midi, c'était ce mercredi. On voit ça avec Mickaël Chailloux. 2 soirs de suite, les coups de feu ont retenti dans le quartier. Un individu est même aperçu avec un fusil mitrailleur s'enfuyant vers la ligne de tramway. T'as pas entendu 4 tirs? C'est des petits règlements de compte entre quartiers, moi. Et pourtant, il y a des trucs de jalousie ou il y a quelqu'un qui vient d'un autre quartier qui a fait une embrouille là-bas et puis qui savent qu'il est ici, puis ils viennent, tu vois, enfin, je pense que c'est ça. Des tirs ont eu lieu également en plein jour, au pied des immeubles du Clos Taureau, à l'entrée de la ville de Nantes. La police patrouille régulièrement au cours d'opérations de sécurisation de quartier. Les CRS se garent même devant le point de deal, mais rien n'y fait. Il y a 42 ans que je suis là, donc ça s'est dégradé, quoi. Parce que nous, on a eu nos enfants qui ont grandi ici. Bon, on voyait d'autres jeunes, quand ils faisaient une bêtise, on leur disait « mais non, ça ne se fait pas ». Ils nous écoutaient, il y avait un respect. Maintenant, c'est fini, il n'y a plus de respect. Ils ne nous écoutent plus, ils nous envoient promener. Voilà, ils nous envoient promener, ils s'en foutent complètement. Des rivalités entre bandes de quartier sur fond de trafic de drogue seraient à l'origine des tirs nocturnes. Des coups de feu qui ont fait 2 blessés. Quelle réponse aujourd'hui, alors qu'on a vu le président dire qu'il souhaite absolument apaiser les choses? Il s'adressait aux Français il y a quelques minutes dans ce marché près de Tarbes. Quelle réponse au problème notamment d'insécurité? Et on parle de Nantes quand même. Nantes avec même des citoyens qui décident aujourd'hui d'aller porter plainte contre la maire de la ville, Alexandre Avril. Oui, mais on voit que l'événement que vous rapportez à l'instant, ce fait divers, il est lié une fois de plus au trafic de drogue, et qui est un des sujets d'insécurité fondamentaux sur lequel le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait fait des annonces assez fracassantes il y a 2 ans de cela. Je ne sais pas exactement ce qui a été mis en place, mais nous pourrons sans doute en débattre dans un instant. En tout cas, il est important police, mais également en zone gendarmerie. Que l'on voit dans les 2 zones. Et je vais vous dire, même en zone rurale, chez nous sommes en zone gendarmerie, il y a des points de drogue qui sont identifiés, les élus locaux sont parfaitement au courant de ces points de drogue, et pour autant, la réponse de l'État ne paraît pas encore assez adaptée. La réponse pénale d'abord, toujours pas de parquet national antidrogue, qui serait vraiment une très bonne chose, et d'autre part, les importations, les go-fast, la manière dont la drogue pénètre sur le territoire n'est pas assez traitée, et enfin, on oublie toujours que le trafic de drogue, c'est d'abord un trafic, c'est d'abord une économie, avant d'être un vice ou un crime, et c'est au portefeuille qu'il faut taper à la fois les vendeurs, donc les dealers, mais aussi, je pense, les consommateurs. Que répondez-vous à ces habitants de Nantes qui n'en peuvent plus et qui déménagent, en tout cas pour ceux qui ont la chance de pouvoir déménager, si je puis dire, et les autres qui sont contraints à rester effectivement dans ces bâtiments? Je dis que la lutte contre les trafics de drogue et la lutte pour la sécurité des Françaises et des Français est un combat permanent et qui peuvent compter sur le président de la République et le futur gouvernement. C'est une lutte permanente, difficile, il y a une situation nouvelle, il y a une réalité des trafics liée à la globalisation, liée évidemment au flux, etc. Et donc on connaît la réalité, mais ce n'est pas avec des palabres qu'on va régler le problème des trafics et de la sécurité. Je pense en tout cas qu'il est clair, et les chiffres le démontrent, que pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron, les moyens de la police humains et en matériel ont été largement augmentés, comme ceux des armées d'ailleurs. On est quasiment à 45 milliards d'euros par an. Donc on est dans des changements radicaux. La sécurité est une priorité de la politique d'Emmanuel Macron. Elle continuera de l'être. Parce que vous savez quoi? On est sur le réel. On n'est pas sur des fantasmes et des illusions. On n'utilise pas comme l'extrême droite ou voire l'extrême gauche ou voire une partie de la droite pécré-sociotiste. On n'utilise pas la question de la sécurité comme un argument populiste et démagogique de campagne. C'est un sujet régalien à traiter. Il continuera de l'être. Les Français peuvent compter sur Macron là-dessus. Messieurs, je vous laisse répondre juste après le rappel des titres. C'est avec Audrey Berthaud. Oui.
Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine invités au sommet du G20. Le président indonésien Joko Widodo a annoncé les avoir invités. Ce sommet du G20 doit se tenir en novembre en Indonésie. Et puis mardi, Washington a réuni en Allemagne 40 pays pour accélérer les livraisons d'équipements militaires à l'Ukraine, qu'ils soient défensifs, casques, gilets pare-balles ou offensifs. Les États-Unis se disent prêts à remuer ciel et terre pour faire gagner l'Ukraine contre la Russie. Enfin, des heurts entre manifestants palestiniens et policiers israéliens ont fait 42 blessés ce matin sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Des 42 blessés, 22 ont été transportés dans un hôpital de Jérusalem, mais aucun ne se trouve dans un état grave. C'est ce qu'a précisé le Croissant Rouge palestinien. Audrey Berthaud, je vous ai coupé. Alexandra Nicolic. Oui, je tiens à dire que les palabres, c'est plutôt les représentants d'En Marche qui ont pu les faire en allant justement parfois dans des banlieues, comme a pu faire Gérard Darmanin, comme un journaliste qui irait en disant on va faire quelque chose. Ça rappelle à l'époque Nicolas Sarkozy qui disait qu'on va passer le Karcher et au final on n'avait pas vu vraiment de politique plus ferme. Il y avait une politique plus ferme justement sur les peines planchées et c'était très bien et il faudrait revenir à ça. Parce que ce qui est le plus terrible dans ces banlieues, c'est ce sentiment d'impunité totale et qui sert de référence ensuite aux plus jeunes. Parce que M. Avril l'a dit, c'est incroyable. M. Avril l'a dit, le problème, c'est qu'il y a une économie qui génère de l'argent. Et si vous montrez ça en exemple, en disant on a plus à gagner en dealant par exemple, et on n'a pas beaucoup de choses à craindre, eh bien ça pose un problème, notamment auprès des plus jeunes, et ça sert de référence. Et en plus, quand on parle parfois de zones de non-droit, c'est pas des zones de non-droit, c'est aujourd'hui eux qui appliquent le droit. C'est d'ailleurs pas moi qui le disais, j'entendais une intervenante qui habitait la Goutte d'Or ce matin, et qui disait moi j'ai peur au quotidien. J'ai peur parce que parfois on est même obligé de leur donner de l'argent. Oui. J'ai peur parce que quand il y a par exemple des tirs de mortier sur des immeubles, j'ai quelque chose. Évidemment, je crains que ça me touche ou ça touche mes enfants. Et pourquoi il y a eu aujourd'hui des mortiers à la Goutte d'Or? Parce que les forces de l'ordre sont rentrées. C'était intéressant comme reportage. Les policiers disaient on est obligé de fuir. Parce que vous avez même désarmé moralement la police, qui a peur d'intervenir, qui a peur des conséquences médiatiques et judiciaires, parce qu'ils se disent on va avoir des problèmes. Et en face, ils ont le sentiment que la crainte justement de la justice est beaucoup trop faible. Pourquoi? Parce que le premier fait, vous avez aujourd'hui une garde à vue. Vous êtes relâché quand vous êtes mineur. Donc c'est pour ça qu'il faut des condamnations dès 16 ans. Ensuite, vous avez un rappel à la loi, comme s'ils ne savaient pas que mettre un coup de poing parfois à une femme ou à faire de violences graves, c'était grave. On rappelle la loi. Ensuite, vous avez du sursis. Et donc vous avez des gens qui, en toute impunité, continuent de dealer sans problème, continuent de faire valoir leur référence de valeur violente au détriment de tous les habitants du quartier et qui n'ont quasi aucune crainte. Édouard Dorian-Sipel, je vous laisse répondre. Et c'est évidemment très grave. Et l'humanisme, ce serait justement d'inverser les choses, de faire en sorte que ces quartiers soient réinstaurés par la police, justement, et qu'il y ait une crainte judiciaire. Peine planchée, aucune sanction, aucune peine impunie, des peines courtes, aucun aménagement de peine automatique et que les 2/3 des peines soient systématiquement mises en place. Pour ça, il va falloir créer des places de prison et il va falloir avoir une vraie politique judiciaire du côté des victimes. On parle des quartiers populaires. Oui. Vous avez vu les résultats des élections présidentielles dans les quartiers populaires? Emmanuel Macron fait entre 70 et 80% contre Marine Le Pen dans les quartiers populaires, dans la banlieue. Ça, il ne s'interroge pas si c'était tout le cinéma là, qui nous raconte. Là. Alors moi, je veux bien amuser les enfants sur Netflix avec des films qui font rire. C'est pas très amusant. Et là effectivement, ça fait plutôt peur. C'est un film d'horreur. C'est beau quand les gens... La vérité, c'est que les quartiers populaires, ils ont voté à près de 80% pour Emmanuel Macron au second tour. Donc, non, pas du tout. Non, mais là où on nous dit qu'il y a des trafics de drogue, là où on nous dit qu'il y a l'insécurité permanente, et c'est vrai en grande partie. Moi, je ne suis pas dans la négation de la réalité, pardon. Attendez, excusez-moi, vous rigolez ou quoi? On est à plus de 70% de participation dans les quartiers populaires. Moi, je les ai vus à Torcy, les gens venir voter. Ils ont voté massivement contre Emmanuel Macron. 71% pour Emmanuel Macron à Torcy où je vote. Donc, pardon, dans toutes les villes, dans tous les quartiers populaires, dans toutes les banlieues de France, regardez la géographie électorale. Vous rigolez ou quoi? On est à combien de participation en Seine-Saint-Denis? On est à plus de 65% de participation. À mon avis, on doit être dans les 70% de participation en Seine-Saint-Denis et on est à 80% pour Emmanuel Macron. Et pour être honnête, parce que moi, je ne suis pas un menteur et je touille pas avec les chiffres politiques, au premier tour, c'est Mélenchon qui a fait un vote en premier dans les quartiers populaires. Et ils ont tous voté pour Macron.
beaucoup plus que dans les villes de droite. Donc moi, le cinéma et les espèces d'histoires de bisounours que raconte l'extrême droite, c'est faux. Ils ne veulent pas d'eux. Les Français des quartiers populaires ne veulent pas de l'extrême droite de Le Pen. C'est tout. Donc leur discours sur l'insécurité, sur machin, tout ça, c'est triste de faire de la politique comme ça. C'est tout ça, c'est du baratin. Du baratin d'extrême droite, puisque les Français, à 80%, enfin, on n'est pas en train de parler de 30%, on est en train de parler aucune solution. William Tell, s'il vous plaît, allez-y, je vous écoute. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron, plutôt que se contenter de ses résultats électoraux dans les quartiers populaires, devrait se rappeler de ce qu'avait dit Gérard Collomb en quittant le ministère de l'Intérieur. C'est qu'actuellement, nous vivons côte à côte, et bientôt, nous verrons face à face. En fait, ce qui se passe, c'est l'avenir de notre modèle qui est en jeu, c'est l'avenir de notre civilisation. Soit on garde la spécificité de notre modèle unitaire, laïque et républicain, soit on passe à un modèle multiculturel auquel vous avez des populations qui vivent plus ensemble. Et donc, du coup, en fait, le véritable enjeu d'Emmanuel Macron, c'est d'appliquer l'égalité sur le territoire français. Et dans plusieurs quartiers, vous avez des territoires perdus de la République. Et l'enjeu essentiel, c'est de opérer la reconquête républicaine pour proposer une perspective à ces gens-là. Et je pense que l'enjeu numéro 1, du coup, l'espace qui a construit Emmanuel Macron n'y a pas répondu, c'est de construire un nouveau modèle français du 21e siècle qui soit compatible avec la mondialisation et qui conserve l'ancrage et nos spécificités. Et encore une fois, l'enjeu, la France et la France, et qui envoie et encore une fois, Alexandre Avril, l'enjeu, il n'est pas que dans les quartiers, parce qu'on parle beaucoup des quartiers, il n'y a pas que les quartiers. Ah, merci de vous l'entendre dire, parce qu'effectivement, il y a un Français sur 2 qui vit dans une ville de moins de 10 000 habitants. Donc c'est ça aussi qui compte, et c'est cette France-là que Macron doit absolument entendre, et cette France-là qui, j'espère, sera bien représentée par les Républicains aux élections législatives. Alexandre Nicolic, Alexandre Avril, Eduardo Riancipel et William Tell. Merci à tous les 4. Tout de suite, c'est la belle équipe avec Clélie Mathias. Je vous souhaite une excellente journée en notre compagnie sur CNews. Je vous retrouve à 17h pour un nouveau numéro de Punchline. Très bonne journée.